Faire sa veille, anticiper, communiquer, évoluer, changer. Pas toujours simple dans notre quotidien professionnel RH. J'entends encore trop souvent, mais on n'a jamais fait comme ça. Cela m'a donné envie de nous aider et à voir notre métier RH différemment. Bienvenue donc dans On n'a jamais fait comme ça, le podcast de ceux et celles qui font avancer la profession ressources humaines, de ceux et celles qui nous proposent, à nous RH, des solutions pratiques et concrètes. Je suis Florent Le Tourneur, fondateur de We Feel Good, agence marque employeur et communication RH. Merci d'avance de votre fidélité. Si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. J'espère d'ailleurs que cet épisode ouvrira pour vous le champ des possibles et vous donnera envie de faire bouger les lignes RH dans votre entreprise. C'est parti et bonne écoute. Hello à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de On n'a jamais fait comme ça. Alors aujourd'hui, je suis reçu par Alexandra Hamda dans ses locaux à Paris, dans un quartier hyper vivant près de Montmartre. Donc Alexandra est une DRH passionnée, engagée, qui pilote depuis près de 6 ans la stratégie RH d'Adveris, une agence digitale à taille humaine. Mais ce n'est pas tout. Alexandra est comme moi, elle est aussi podcasteuse, hôte du podcast Nouveau Prisme, que je vous recommande d'écouter, où elle explore les ressources humaines sous des angles innovants et inspirants. Et aujourd'hui, avec Alexandra, on va parler parentalité en entreprise, management, bien-être au travail. Préparez-vous à un échange riche en idées concrètes et activables. Comment vas-tu, Alexandra ? Écoute, ça va très bien. Merci de me recevoir, Florent. C'est un très grand honneur. C'est toi qui me reçois parce que je suis chez toi. Dans tes chouettes locaux. Franchement, ouais. ils sont top. C'est un Paris assez sympa. Ouais, c'est le cœur de Paris. Ouais. Le quartier, il est hyper vivant. Ils sont plutôt beaux, vos locaux. Ouais. Ça fait combien de temps que vous êtes ici ? Écoute, on a déménagé il y a 1 an et demi. D'accord. Donc, on a tout refait pour faire en sorte que les locaux, en tout cas, s'inspirent de notre ADN sur des sujets de RSE, éco-conception. Donc, on a essayé de faire transparaître ça aussi dans les murs. En tout cas, d'accord. On a essayé. Ok. On fera une petite photo, donc les internautes pourront voir un peu l'intérieur, en tout cas, d'Adveris. Avant de rentrer dans le vif du sujet, dans le concret, est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours, ce qui t'a amené à être la DRH que tu es aujourd'hui au sein d'Adveris? Qu'est-ce que tu as fait avant? Écoute, on va faire une petite synthèse, sinon j'ai pas mal d'années derrière moi, mais j'ai commencé dans le recrutement au tout début, donc très, très bel apprentissage et je pense que c'est une grosse valeur ajoutée avant de commencer dans les RH, de découvrir le recrutement en agence d'intérim, qui n'a pas forcément très belle renommée sur le marché, mais ça apprend plein de choses, de la relation client, de travailler dans l'urgence. C'est une très bonne école. Donc j'ai commencé par là, et ensuite j'ai eu l'opportunité de rejoindre un cabinet de conseil qui s'appelle SIA Partners, qui est un gros cabinet de conseil français pour le coup, mais qui s'est beaucoup développé à l'international. Et j'y suis restée quasiment 13 ans. Donc, j'ai vraiment grandi avec cette société, puisque quand j'ai commencé, on était 140. Et quand je suis partie, c'était pas loin de 800 personnes en France et 1400 à l'international. Wow. Et tu étais DRH de SIA? Alors, j'étais DRH France. Ok. Ouais, mais j'ai évolué. Donc, je suis arrivée assistante RH. Okay. Donc, vraiment en bas. Et assez rapidement, au bout de 2-3 mois, j'ai eu l'opportunité d'évoluer sur un poste de chargé de développement RH. Et encore ensuite, très rapidement, de passer DRH. Et j'ai piloté la partie RH et recrutement. Et la coordination de la mobilité internationale. Donc, l'objectif, c'était d'harmoniser des process avec les bureaux à l'étranger et de gérer tout ce qui était détachement, expatriation, VIE. Oui, parce que j'imagine qu'il y a des Français qui partaient à l'étranger, beaucoup, peut-être des étrangers qui venaient en France, je ne sais pas trop. Mais... Alors, c'était plutôt dans l'autre sens, mais puisque le bureau était initialement français et petit à petit, ça s'est développé notamment via de la croissance externe à l'international. Donc, il y avait beaucoup aussi de départ sur l'étranger pour une question d'harmonisation de la culture d'entreprise et de tout harmoniser dans le cadre des rachats de croissance externe. Il y a un gros sujet de culture d'entreprise à harmoniser, donc il y a un gros boulot à faire. Donc là, j'étais plus en coordination des départs, on va dire, vers de la mobilité, en tout cas au niveau international. Et j'avais une équipe d'une dizaine de personnes à l'époque, et donc j'y suis restée, à peu près 13 ans. Et ensuite, j'ai fait un petit changement de vie.
crise de la quarantaine, enfin pré-quarantaine, où ça devenait peut-être un petit peu trop gros pour moi. Et j'avais envie de me recentrer sur ce qui m'intéressait vraiment. Moi, j'aime bien partir d'une page blanche et construire. D'accord. Et c'est surtout pas perdre le lien avec les collaborateurs. Et là, j'avais l'impression de le perdre, en fait. Et j'avais aussi l'impression de faire une croix sur ma vie de famille. Donc, on va notamment des sujets parentalité, on en parlera tout à l'heure. Mais j'avais besoin d'avoir aussi plus de temps. J'avais des enfants en bas âge. Et je me suis toujours promis de ne pas faire passer mon travail avant mes enfants. Et j'avais un peu l'impression de me diriger vers ça. Donc, j'ai fait un choix de vie et je me suis dit, je vais retourner sur une plus petite structure. Et donc, j'ai intégré Adverisk, une agence digitale. Donc, le digital m'intéressait beaucoup parce que la dernière année, on avait racheté une agence digitale, justement, dans le cadre du cabinet de conseil. C'était l'époque où tous les cabinets de conseil rachetaient les agences, il y a 5-6 ans. Et j'ai découvert un nouveau monde. Je ne connaissais rien en digital et j'ai adoré, j'ai trouvé ça passionnant. Et je me suis dit, pourquoi pas aller dans le digital. Et du coup, j'ai rejoint Adverisk, qui était une toute petite structure. À l'époque, on était une 30aine de personnes. D'accord, oui. Là, on reste à taille humaine, donc à peu près 70 collaborateurs. Et à 30, tu as créé la fonction ? Oui. D'accord. C'était une création de fonction. C'était un des associés. Donc, il y a 3 associés. C'était un des associés qui aujourd'hui est mon manager, qui est sponsor sur la fonction RH, qui jouait le rôle, mais comme il me dit, je pensais très bien le faire et je me suis rendu compte avec ton arrivée, je ne savais pas du tout le faire. Et pour le coup, voilà, c'est sûr que être associé et DRH en même temps, c'est toujours un petit peu compliqué. Donc, je suis arrivée à ce moment-là et notamment, c'était les prémices du télétravail et je suis arrivée pour justement les accompagner sur le fait de mettre en place du télétravail. Et heureusement, puisque c'était en 2019. Et oui, et quelques semaines après ou quelques mois après, voilà, on a tous un an après, on a eu les gilets jaunes sur Paris et on a eu le Covid juste après. Donc, on était prêts pour le Covid, heureusement. Ok. Voilà. D'accord. Donc 6 ans, tu as une équipe aujourd'hui ? Vous êtes structuré comment ? Alors aujourd'hui, pour le coup, j'ai une office manager qui travaille avec moi et qui gère toute la partie administration du personnel. D'accord. Et que je vais faire monter sur la partie recrutement des stagiaires, notamment pour m'aider sur la partie recrutement. Donc là, je suis à la fois très sur de l'opérationnel, mais que j'adore, donc ça me va bien. Et aussi sur la partie plutôt stratégique en accompagnement, notamment beaucoup des managers et beaucoup du comité de direction, où je les aide sur tout mon retour d'expérience de grosses boîtes pour structurer et mettre des choses en place. Donc tu coaches ton manager un peu ? Je l'accompagne en très bonne intelligence. Ok. Comment est-ce que tu décrirais la culture d'Adverisk, notamment en matière de bien-être au travail ? Alors, c'est un sujet qui est hyper intéressant parce que, donc, agence de communication, malheureusement, on subit, en tout cas, moi, j'ai l'impression de subir des comptes type Balance ton agency sur Instagram. Qui, pour le coup, c'est une très bonne chose parce que je pense que des pratiques dans beaucoup d'agences sont assez toxiques, voire plus. Et c'est une très bonne chose que ça existe. Mais pour le coup, ça fait très mauvaise presse, même pour les agences qui font bien le boulot. Donc, on a encore plus un enjeu de surcommuniquer sur ce qu'on fait, comment on le fait. Et moi, je suis un peu le porte-parole de l'agence, justement, depuis 2 ans. Je commence à prendre la parole sur LinkedIn. Parce qu'on a un vrai enjeu de montrer que y a aussi des agences qui s'intéressent à leurs collaborateurs, qui mettent des sujets RH en place et qui ont vraiment une vraie volonté de bien-être au travail. Donc, pour le coup, je pense qu'on peut se différencier de beaucoup d'agences à ce niveau-là parce qu'on a un vrai intérêt pour les collaborateurs et c'est pas juste du bullshit. Il y a un vrai enjeu. Et ça a été un vrai investissement pour eux de me recruter à 30 collaborateurs. C'est ce que je leur dis tout le temps. Vous vous rendez pas compte, mais vous avez un peu du sur-mesure au niveau RH parce que je suis très disponible pour eux, etc. C'est pas dans toutes les boîtes. Et ça a été un investissement pour eux, très clairement, de me recruter à 30 collaborateurs. Ça a été un vrai choix. Et au niveau culture d'entreprise, ce qui est chouette, c'est qu'on travaille avec des gens qui sont passionnés par le digital. C'est des équipes assez jeunes, tu vois, 30 ans en termes de moyenne d'âge, mais qui sont passionnés dans le quotidien. Il y a un très fort esprit d'équipe. Et pour moi, ça, c'est hyper important. Quand tu travailles dans une équipe à taille humaine, tu peux pas te permettre d'avoir des égos démesurés, des gens qui se tirent dans les pattes. C'est ultra toxique. Et tu peux pas fidéliser. Enfin, pour le coup, si tu veux faire un travail qui soit enrichissant au niveau RH, tu as besoin, en tout cas, moi, c'est ma conviction,
d'avoir des équipes derrière qui suivent et un environnement qui soit sain. Sinon, tu vas pas y arriver. Et tu es là aussi pour être garant de cet environnement-là quand tu es RH. Ok. Alors, comme je le disais en intro, tu as aussi un podcast Oui. qui s'appelle Nouveau Prisme. C'est assez rare qu'une DRH crée son podcast. Pourquoi tu t'es lancé sur ce sujet et en quoi ce projet aussi nourrit ta vision, toi, ton rôle de DRH en fait? Alors déjà, j'aime toujours beaucoup le format podcast. J'en écoute beaucoup. J'ai découvert sur le tard, mais une fois que je m'y suis mise, je pense que je m'en suis... j'en écoute énormément. Je dis pas ça parce que tu es là, mais tu es vraiment, je pense, la personne qui m'a inspirée pour le lancer. Je me revois encore au bord de la piscine en été en train d'écouter un épisode, la première année que tu avais fait de récap de ce que tu avais fait, etc. Et je me suis dit, j'aime bien le format, j'aime bien l'idée de... Je sais pas réseauter. Et je me suis dit, je me trouve très isolée au niveau RH et je me vois pas aller sur LinkedIn, salut, on boit un verre, je sais pas faire. Je suis pas à l'aise dans les événements, il y a beaucoup de monde, c'est pas un truc où je suis ultra à l'aise. Et je me suis dit, j'ai une problématique, autant appeler un expert et puis échanger avec lui. Comme ça, moi, je vais apprendre des choses. Je vais aussi, ça va agrandir mon réseau. Et puis ensuite, je vais le mettre en ligne. Comme ça, d'autres DRH qui ont la même problématique que moi vont pouvoir s'en servir comme outil. Je me suis dit, je vais créer ma petite boîte à outils et je vais la partager. Sans ambition particulière. Et puis, j'ai mis 6 mois avant de me dire, j'y vais pas, syndrome de l'imposteur, etc. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, écoute, j'y vais. Je vais contacter plusieurs personnes, un petit peu au hasard, qui m'inspirent, pas forcément dans le métier des RH. D'accord. Et le but, c'était de toujours ramener le sujet au management, à la communication, aux ressources humaines, au recrutement, mais parfois par le prisme d'autres métiers. Ok. D'où Nouveau Prisme. Et j'ai eu franchement la chance, je vais en parler, Pierre Monclos, qui m'a dit oui tout de suite, alors que j'avais sorti 0 épisode, et qui m'a fait confiance alors qu'on ne se connaissait pas particulièrement. On avait juste quelques échanges sur LinkedIn, et qui m'a dit oui pour me parler d'IA. Et du coup, ensuite, de fil en aiguille, tu arrives plus facilement à contacter des personnes et c'est chouette parce que tu rencontres des gens hyper sympas déjà dans ton métier et ça te fait grandir. Donc, c'est hyper chouette. Ah, c'est chouette. Et puis, connaissant un Pierre, je suis pas étonné. Oui. C'est quelqu'un qui aime partager et qui a des véritables valeurs. Ouais. Donc, c'est très, très chouette de sa part, effectivement, de t'avoir confié cette confiance du premier épisode. Il y a un épisode depuis, tu nous conseillerais d'écouter, au-delà de celui de Pierre? Alors, je conseille forcément... Tous, oui, parce que tu vas te fâcher que personne. Voilà. Mais il y en a vraiment, personne n'écoute. Tu te dis, cet épisode... C'était le 3e avec Pierre. Mon préféré, je veux dire, c'est le premier. Ok. Avec Selma El Mouissi. On va peut-être en parler sûrement tout à l'heure, qui a créé le Parental Challenge. D'accord. C'était important pour moi de faire le premier épisode sur un sujet lié à la parentalité. Okay. Je mettais un point d'honneur à ce que ce soit sur la parentalité. J'en ai fait d'autres sur les sujets de parentalité entre-temps. Mais c'est une personne qui est brillante. C'est une ancienne consultante de chez SIA Partners, donc que je connaissais. Tu la connaissais, elle. Voilà. Okay. C'est une personne qui est brillante et qui a une dimension UX. Et qui nous a expliqué via son métier du X comment elle a réussi à monter le Parental Challenge. Donc, hyper intéressant dans le contenu lié à la parentalité, mais aussi dans la démarche qu'elle a eue en termes de persona, de test utilisateur, comment elle a mis ça, comment elle a utilisé sa propre expertise. On n'est pas obligé d'être RH pour faire avancer les sujets de parentalité. C'était le thème et c'est le premier épisode, donc c'est mon premier épisode, donc forcément ça m'a marqué. Et en plus, elle a été très sympa parce qu'elle était enceinte, elle allait presque accoucher quand on l'a fait, il faisait 40 degrés. Je l'avais fait en physique, ça n'a pas enregistré. On a dû refaire une deuxième prise et elle a été hyper compréhensive. Donc c'était le premier, j'ai un petit coup de cœur pour le premier. Ok. Eh ben, transition toute trouvée, on va parler parentalité. Pourquoi aujourd'hui, selon toi, tes convictions nous intéressent vraiment. Pourquoi la parentalité est devenue un enjeu clé aujourd'hui pour toutes les entreprises? C'est très clair. Aujourd'hui, le nerf de la guerre, on va se dire, c'est attractivité, engagement, productivité. Ça répond aux 3 problématiques. Très clairement, aujourd'hui, pour faire un petit résumé, si tu veux réussir
à recruter des personnes avec une certaine seniorité, c'est souvent des parents. Donc, il y a un vrai enjeu de aussi faire la différence par rapport à nos concurrents aussi et de leur proposer un environnement qui se permette d'allier vie pro, vie perso. Quand je te parle de fidélisation aussi et d'engagement, je suis convaincue que quand tu permets aux collaborateurs d'évoluer dans un environnement qui est sain, qui leur permet d'avoir un équilibre vie pro, vie perso, vie familiale, ils seront d'autant plus engagés. Et productivité, si tu mets des choses en place pour qu'ils se sentent bien et tu leur évites la charge mentale, surtout aux mamans, c'est quand même beaucoup les femmes qui le portent, même si aujourd'hui beaucoup de pères sont engagés, ils seront plus productifs. Donc, c'est clé, on va pas se mentir. Et les générations, alors je suis très mauvaise, Z, Alpha, etc., qui arrivent aujourd'hui, qui sont sur le marché du travail, contrairement à des personnes comme moi qui ont plus de 40 ans, vont pas faire l'impasse sur leur vie familiale. Font pas l'impasse sur leur vie perso, mais le font encore moins sur leur vie familiale. Donc, si on veut demain les recruter, les fidéliser, une des clés pour moi est la parentalité. Ok. Et est-ce que tu vois encore en 2024-2025, là, année où on est, là, tu vois des évolutions sur ces sujets? Est-ce que tu vois pas de retour en arrière en tout état de cause? Alors, oui, non. Non, parce que de plus en plus de sociétés sont sensibilisées, mettent des choses en place, et encore, je trouve qu'on communique pas assez dessus. Et j'ai envie de te dire, oui, on fait un retour en arrière, parce que la clé de la parentalité, pour moi, c'est la flexibilité. Et quand je vois plein de sociétés, des grosses sociétés, Ubisoft & Co, etc., je sais dont tu vas me parler, qui reviennent en arrière sur le télétravail, pour moi, c'est quand même problématique, parce que aujourd'hui, le télétravail, ça permet... moi, je suis parisienne, mais de pas avoir... Moi, j'ai plus d'1 heure de transport. Ça permet de pas avoir 1 heure de transport, de voir plus ses enfants, d'aller chercher, de faire les devoirs, etc., etc. Demain, si tu enlèves ça, moi, demain, je ne me vois plus travailler dans une société qui me proposera pas du télétravail. Moi, c'est inconcevable. J'ai une vraie conviction moi, sur ces sujets-là, c'est que ces entreprises-là, elles veulent dégraisser, et c'est une occasion de réduire les effectifs d'une autre manière qu'un plan social. Voilà. C'est mon analyse, je dis pas que j'ai raison, etc. Mais en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Après, je pense que tu as encore beaucoup de dirigeants qui ont été sur le télétravail parce que c'était, entre guillemets, une mode et pas pour eux, et pas un vrai changement du monde du travail. Parce qu'il y a eu contraint, et qui restent persuadés que ça leur fait perdre de l'argent. Il y en a encore beaucoup et qui se disent ok, là maintenant c'est bon, ça part dans le sens inverse, hop, je vais diminuer le télétravail ou arrêter, etc. Ok. Du coup, concrètement, vous faites quoi, vous, chez Adveris, en termes de parentalité? Alors c'est mon cheval de bataille. Ouais. Alors qu'est-ce que tu as réussi à faire, et peut-être que ce que tu aimerais faire que tu n'as pas peut-être encore réussi à mettre en place, ou dans tes projets en tout cas? Ouais. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que sans ta direction, tu feras rien. On en parlait tout à l'heure. Si tu n'as pas derrière ta direction qui est convaincue du sujet, ça sera compliqué de mettre des choses en place. Et il faut pas non plus... ça, je le dis parce que beaucoup sur LinkedIn, sur tout ce que tu veux, tu vois beaucoup d'injonctions de yaka faucon, et ça peut être ultra anxiogène. Et un projet comme ça peut être un projet parfois qui peut être long et lourd quand on est dans des plus petites structures. Donc, faut pas se dire je vais tout mettre en place tout de suite parce que tu vas aller droit dans le mur. Donc, c'est pas déjà la bonne tactique à avoir, à mon sens. Vaut mieux y aller progressivement, mais sûrement, et mettre des choses en place. Moi, ma politique parentalité, je la fais évoluer tous les ans, quasiment. D'accord. Donc, c'est vraiment progressif avec des nouvelles choses. Elle vit, voilà. Concrètement, oui. Donc, déjà, quand je suis arrivée chez Adveris pour mettre en place le sujet du télétravail. Donc, qui, pour moi, comme je te disais, c'est quand même la clé de la flexibilité. Donc, on a mis ça en place. Bon, après, on a eu le Covid, etc. Donc, il a fallu gérer les urgences. Les équipes étaient assez juniors. Quand je suis arrivée, les managers étaient très juniors. Et on avait un besoin d'attractivité vers des profils plus seniors. Et ce que je leur ai expliqué, c'est que si on voulait recruter des personnes plus seniors, il fallait, à un moment donné, faire la différence avec nos concurrents sur les sujets de parentalité, parce que les personnes plus seniors ont des enfants. Beaucoup d'entreprises vont dire oui, mais moi j'ai que des juniors, donc la parentalité ça va pas leur parler. J'ai envie de leur dire non, parce que justement ils vont se projeter demain. Il y en a peut-être qui ont envie d'avoir des enfants et vous le savez pas, et il y en a qui demain seront parents ou ont envie d'être parents et vont pouvoir se projeter et avoir des rôles modèles. Donc c'est important qu'ils puissent se projeter dans un environnement où on fait des choses, où ils savent que il y a une vraie prise d'écoute sur le sujet, il y a une formation des managers, etc. Donc c'est ultra important.
Donc, une fois qu'on a convaincu sa direction, déjà, premier sujet. Ensuite, il y a l'autre sujet qui est de se dire, je ne vais pas faire des choses sur la parentalité pour me faire plaisir, mais je vais vraiment réussir à identifier les besoins. Il y a le sujet action, perception, et si tu fais des choses et que ce n'est pas perçu de la bonne façon, ça ne sert à rien non plus. Donc, c'est vraiment prendre le temps d'être à l'écoute de tes collaborateurs, des besoins. Donc, une fois que tu as réussi à identifier les premiers sujets, moi, je suis déjà partie sur un truc tout bête mais indispensable, c'est que j'ai fait un guide de la parentalité. Et pour ça, je me suis servi du Parental Challenge. Donc, si je dois partager une ressource, notamment coécrit et co-construit par Selma El Mouissi et Judith Aquin, qui ont fait un gros travail il y a plusieurs années et qui, en open source, partagent tous les sujets de parentalité. Que ce soit de l'annonce de la parentalité, c'est très large la parentalité, jusqu'à la PMA, l'adoption, l'IVG, la fausse couche, tous ces sujets-là, le congé second parent, enfin voilà. Donc il y a des thématiques. Sur les thématiques, il y a le contexte qui t'explique qu'est-ce que c'est, ce que dit la loi et ce que font plusieurs entreprises. Donc elles ont fait un gros benchmark. Et sur ces entreprises-là, tu vas avoir des entreprises qui ont un gros budget jusqu'aux entreprises qui ont moins de budget. Et sur ces typologies d'entreprises, en fonction de là où tu te situes, des idées de choses à mettre en place. Donc déjà, ça t'enlève un gros boulot de contexte, ce que dit la loi, et toi, ce que tu as à faire, grosso modo, c'est ce que dit ta convention collective. Et après, tu budgètes ce que tu es en capacité de faire sur chaque thématique. Oui, tout le monde n'a pas les budgets de grands groupes, etc. Moi, j'avais pas le budget de grands groupes. Voilà, mais pour autant, on a commencé à mettre des places en crèche. On a mis en place des congés fausses couches avant que la convention collective Syntec, qui était quand même précurseur sur le sujet, les mette en place. On a mis des congés aussi IVG en place. Donc, ça, pour le coup, il n'y a pas beaucoup de sociétés qui le font, mais le débat n'est pas, c'est ce que j'ai expliqué aux collaborateurs, pour ou contre l'IVG, c'est absolument pas le sujet. Mais comment t'accompagnes ? On a aligné les droits sur le congé second parent. Il y a des jours enfants malades, il y a une prise en charge. Pour le coup, les collaborateurs payent pas de mutuelle pour leurs enfants. Et il y a surtout un gros sujet de formation des managers sur les sujets de parentalité, sur les risques psychosociaux. Par exemple, quand je vais former mes managers aux risques psychosociaux, il y a toujours une aparté spécifique pour les parents. Voilà, donc c'est toujours focus sur ces sujets-là. Et l'objectif de cette charte, c'est de se dire, je donne accès à mes collaborateurs à leurs droits. Si déjà toutes les entreprises pouvaient donner accès aux collaborateurs à leurs droits liés à la parentalité, ce serait déjà très bien. Tu penses à quoi, par exemple ? D'où tu dis ça, c'est un droit. Par exemple, je pense que le congé second parent, que ce soit le papa ou le second parent, peu importe, savent pas aujourd'hui concrètement s'ils ont le droit de le fractionner ou pas, combien de temps. Une femme qui est enceinte sait pas qu'elle peut réduire son temps de travail. Elle va pas. Enfin voilà, il y a plein de choses qu'elle va pas savoir. Puis c'est spécifique parce que tu as la loi, tu as ta convention collective, les collaborateurs, la convention collective, ça va pas leur parler en fait. Même si elle est affichée, même si ils ont accès, personne la lit. Non, personne la lit. Donc et puis il suffit que tu aies plusieurs conventions collectives dans ta boîte et là tu les perds. Enfin tu vois, c'est donc déjà accès aux droits et qu'ils aient en tête qu'il y a une personne en interne qui est garante de la confidentialité des sujets liés à la parentalité. Donc que tu as un cercle de parole. Donc ça c'est aussi hyper important. Donc c'est vraiment voilà, tu construis ta charte, ton guide parentalité, peu importe comment tu l'appelles, tu la co-construis, c'est important, et derrière, tu communiques dessus aussi. L'important, c'est de communiquer et en interne et en externe. Parce que l'objectif, c'est que ça fasse partie, alimente ta marque employeur. Donc, il faut aussi communiquer dessus. Moi, j'ai une collaboratrice qui nous a rejoint d'ailleurs il n'y a pas très longtemps, et on a fait la différence grâce à ça par rapport à un concurrent. Parce que la parentalité, je lui en avais parlé, elle a un bébé de 10 mois. Elle m'a dit, vous m'en avez parlé, vous m'avez expliqué, personne m'en a jamais parlé en entretien, et ça a fait la différence. En onboarding, j'ai une collaboratrice qui n'a pas d'enfant qui m'a dit, c'est super, j'en ai parlé à mon père qui bosse dans une autre boîte, parce que on m'avait jamais parlé de parentalité, c'est hyper chouette que dès maintenant on nous en parle. Oui, mais d'anticiper effectivement les choses. Et donc, tu as parlé d'un sujet qui était important pour moi, qui est effectivement la sensibilisation des managers.
Comment ils ont réagi, vu que c'était plutôt au départ des jeunes managers, enfin des managers qui avaient une expérience relative, on va dire. Ils y ont cru, ils ont dit waouh, elle est gentille, Alexandra, truc de RH, hein, ou comment ils ont réagi à tes initiatives, tes premières initiatives en tout cas. Pour le coup, j'ai des managers qui sont très comment dire, réceptifs, ouverts, ouais, ouais, sur les sujets de justement, c'est une jeune génération. Tu vois, ils sont justement, c'est des jeunes managers, ils sont très réceptifs sur les sujets de bien-être et aussi de parentalité. Donc, de plus en plus, ils ont vu des parents recrutés qui avaient leur sujet de, voilà, ils ont assimilé le fait que c'était un sujet et que c'était important d'être en capacité de, par exemple, je souhaite quelqu'un qui vient m'annoncer qu'elle attend un enfant. Comment je réagis? Qu'est-ce que je lui dis? Faut pas dire ah mince, non, faut dire ah super, c'est une bonne nouvelle. Comment je vais t'accompagner? C'est tout bête, mais déjà là, la perception des collaborateurs, elle est tout autre. Ok, très clair. Est-ce que tu as pu mesurer un peu les bénéfices de tout ce que tu as mis en place? Lié à la parentalité en soi. Oui. Tu en citais par des bénéfices avec des personnes qui t'en parlent, candidates ou onboardées. Candidat, ça, je t'ai fait un tour d'expérience. Le taux de départ, mais qui n'est pas lié qu'à ça. Mais l'air de rien, on avait un taux de départ assez élevé quand je suis arrivée et qu'on a divisé par 5. Ah oui, donc c'est pas rien. Donc voilà, et surtout, on est passé de il y avait quoi, si je compte pas les miens, il y avait 4-5 enfants quand je suis arrivée, il y en a quasiment 25 aujourd'hui. Donc maintenant, on est dans une vraie culture de, il y a un goûter à Noël pour les enfants, avec tous les enfants. Enfin voilà, il y a vraiment une vraie Est-ce que culture, ça te permet de recruter aussi plus de femmes dans le digital? Ah bah oui. Parce qu'on sait que malheureusement, il y en a trop peu qui sortent des écoles. Mais évidemment. Mais par contre, est-ce qu'elles se disent ah ouais, j'ai envie de venir chez toi parce qu'il y a une différence, ouais. Mais bien sûr, je pense que quand tu parles parentalité, tu parles d'autant plus enfin pour moi, c'est un sujet d'égalité homme-femme. Oui. Le fait de rendre le congé second parent obligatoire, tu touches à l'égalité homme-femme. Donc, il y a un vrai sujet d'exemplarité de la part de, la direction et un des associés a eu un enfant il n'y a pas longtemps. Il a pris son congé second parent pendant 1 mois. Donc, on ne l'a pas vu, même si c'est vite fait de son côté, mais grosso modo, il a été off et il y a un vrai... voilà. Et oui, forcément, ça permet, d'avoir des rôles modèles en interne pour les femmes qui sont là. Parce que tu as des rôles modèles de oui, on peut évoluer aujourd'hui, comité de direction, il y a 50% de femmes. Donc oui, on peut être femme, on peut être maman et on peut réussir sans pour autant faire une croix sur sa vie de famille. Il faut que les conditions soient là, mais chez nous, ça existe. Donc il y a des rôles modèles et les jeunes mamans ou futures mamans peuvent se projeter, et papa, parce qu'il y a aussi, voilà. Et surtout, on fait en sorte que les papas aussi soient investis. Enfin, il faut faire attention quand on met en place une politique de parentalité qu'elle soit inclusive et que ça ne concerne pas que la femme. Il y a aussi le coparent, il y a aussi le papa, c'est hyper important. Moi, mon mari, il a pris un congé parental. Parental, pas paternité, parental. Moi, je travaillais et lui, il s'occupait des enfants. Et c'est extrêmement important que les papas jouent aussi leur rôle, mais qu'on puisse, socialement, et je pense que socialement, c'est une démarche qui doit passer par l'entreprise, favoriser toute cette évolution au niveau parentalité. Ok. Est-ce qu'il y a des actions que tu n'as pas encore mises en place, que tu aimerais mettre en place en 2025, 2026, et qui te semblent aujourd'hui indispensables pour une entreprise comme la vôtre? Alors, je ne l'ai pas mis en place parce que je n'ai pas le sujet, que j'en ai pas connaissance, et c'est là où je pense qu'il y a une sensibilité à avoir, c'est sur les familles monoparentales. D'accord. Aujourd'hui, j'en ai pas. Et les familles monoparentales, pour avoir, dans ma vie précédente dans le conseil, vu une collègue et amie qui était en famille monoparentale, qui a fait un burn-out, je pense qu'il faut vraiment avoir une vigilance renforcée en termes de suivi RH. Parce que ça, c'est aussi important. Quand on parlait des actions, mais tu as les actions de suivi pré-départ, retour, 3-4 mois après, parce que souvent, les 3 premiers mois, tu as été dans le guidon et voilà. D'accompagnement renforcé et au niveau managérial et au niveau RH dans les familles monoparentales. C'est un vrai sujet. Aujourd'hui, je le traite pas parce que je suis pas forcément confrontée, ce qui est pas forcément une excuse, mais c'est un sujet souvent qui est négligé, je pense, dans les sujets de parentalité
et sur lesquels il faut être avoir extrêmement de suivi et d'attention. Ok. J'avais un sujet justement sur le retour, mais plus globalement. Je vais préciser ma question. Je parle d'absence longue, donc type congé maternité ou parental. Moi, quand j'étais DRH, tu vois, avant d'avoir créé Happy to Meet You puis We Feel Good, j'étais chez Groupama et ça nous arrivait effectivement dans une entreprise comme celle-ci d'avoir ce genre de situation. Et quid du maintien du lien pendant une absence longue durée. Et c'était très paradoxal parce qu'on avait des femmes ou des hommes qui partaient, qui nous disaient, moi, je quitte pendant X mois, je veux pas entendre parler de la boîte, ne me contactez pas, je vais pas me connecter à l'intranet, à Teams, à machin, oubliez-moi. Ok, non tact. Et il y en avait d'autres, au contraire, qui disaient, mais moi, je vais m'occuper de mon enfant, de mon futur enfant, mais je vais en même temps ne pas perdre le lien avec l'entreprise, parce que quand je vais revenir, j'ai envie de retrouver mon poste, j'ai envie de savoir ce qui s'est passé, voilà, sans y passer ces journées. Comment est-ce que tu gères en fait ces situations qui sont différentes? Est-ce que tu les personnalises? Est-ce que vous avez un parti pris là-dessus? Alors, moi, j'ai quand même un parti pris de dire, quand tu pars en congé second parent ou en congé maternité, on ne te dérange pas. Ok. Déjà, c'est une parenthèse de vie qui est ultra importante, donc tu ne déranges pas le collaborateur. Maintenant, je te parlais d'entretien de pré-départ en congé maternité, qui est un entretien RH que moi je fais, et là justement, je questionne le collaborateur. Déjà, je l'informe du congé parental, si elle a ses droits, comment elle peut les prendre. Enfin, je donne déjà toutes les informations pour la suite et qu'elle l'ait en tête. Et c'est surtout, je lui explique comment tu veux faire pendant ton congé parental. Moi, mon leitmotiv, c'est on ne t'appelle pas. Maintenant, est-ce que tu veux être au courant de, je sais pas, s'il y a des arrivées dans ton pôle expertise, si tu vois, j'avais écouté un épisode de podcast avec la DRH de Mazars. Qui en parlait, qui en parlait justement et qui disait, elle, pendant son congé, alors je crois qu'elle a 3 enfants, ou je sais pas trop, mais elle voulait pas être complètement coupée et elle aimait pas ces injonctions de dire, mais tu dois complètement couper et, t'es pas une bonne mère si tu veux continuer à avoir le lien. Mais c'est juste, je trouve ça horrible, en fait. Une femme, elle peut avoir envie de pas couper et d'avoir encore accès aux informations, de pas couper le lien, d'avoir un lien social entre 2 couches et 3 biberons. C'est complètement honorable. Chacun vit sa maternité comme elle le souhaite. On n'a pas à lui imposer. Donc, c'est important de poser la question. D'accord. Ok. Et d'écouter la réponse tout le temps. Et pas de décider à la place de l'autre. Mais quand tu poses la question, avant de poser la question, moi, j'ai mon leitmotiv, c'est ça. Et que la personne n'ait pas l'impression que ce soit une question piège en mode... Ça serait cool que tu te connectes tous les 2 jours. Voilà, que ce soit pas mal interprété. Ok. Donc là-dessus, et après, chacun... Et puis, il y a type de communication. Les communications sur les trucs à faire, non, t'es en arrêt. Maintenant, t'appelles pas la collaboratrice pour lui demander des informations sur un dossier. Ça, la passation, elle doit être faite en amont. Par contre, tenir informé des informations principales de l'entreprise, qu'elle les apprenne pas dans la presse, par exemple, c'est aussi bien qu'elle les apprenne avant, quoi. Ok. Voilà, c'est là où il faut mettre de l'intelligence. Après, c'est du bon. Pour moi, c'est du bon sens. Oui, mais c'est pas toujours le cas. Oui, mais parce que des process, parce que des règles. Parce que le ou la DRH a pas eu ce vécu-là et donc le ressent pas comme tel. Voilà. C'est pour ça que tu vois, moi j'avais eu ce sujet-là, je trouvais que c'était important. Et tu parlais du retour du coup aussi. Tu fais un entretien donc avant de partir. Oui. Est-ce que tu systématises aussi l'entretien au retour? Toi ou le manager ou les deux? Non, moi. Enfin oui, le manager, mais moi au niveau juste RH, oui. Ok. En retour pour parler de tout bêtement aussi ce qui est administrative, mutuelle, etc. Si ça n'a pas été fait en amont, voilà. Crèche quand il y a des besoins ou des choses comme ça. Mais ça, c'est vu avant. Décomplexer sur les impératifs horaires. Oui, ok. Parce qu'on parle charge mentale, santé mentale. La maman, il y a de la santé mentale. Quand tu l'annonces, faut pas le montrer. Faut pas montrer que t'es malade. Faut pas montrer que t'es fatigué. Quand t'es, ton gros ventre et que tu dois faire 1 heure de transport et que c'est compliqué. Quand tu reviens, les modes de garde, c'est souvent la femme quand même qui subit ça. Et c'est important d'alléger, d'être vigilant sur la santé mentale. Donc, je le fais au retour. Je décomplexifie sur les horaires. Je décomplexifie aussi sur le fait l'enfant est malade. Souvent, quand ils sont petits, ils sont malades. Ils sont malades, quoi. Donc, tu as le droit à des jours enfants malades, voilà. Okay. Et ensuite, et ça, je l'ai fait parce que moi, je me suis rendu compte quand j'ai eu mes propres enfants, il faut au moins 3-4 mois pour avoir ta routine, ton organisation logistique. Les 3 premiers mois, tu es en mode, tu fais comme tu peux.
Et c'est au bout de 3-4 mois où la personne commence, si il y a des risques de burn-out ou de choses comme ça, c'est au bout de 3-4 mois que tu commences à avoir les premiers signaux. Donc, j'en fais un après, a posteriori. Et l'erreur que j'ai faite, c'est que je le faisais pour les mamans. Et il y a peu de temps, je me suis rendu compte que je le faisais pas pour les papas. Et j'ai eu un souci. Je me suis rendu compte qu'un papa était en difficulté, a fait une dépression post-partum, en fait. Et je me suis rendu compte que je ne faisais pas ces entretiens pour les papas. Et c'était une personne en plus qui était en remote. Donc, voilà. Et là, je me suis dit, ok, bon, là, il y a un trou dans la raquette. Il y a un trou dans la raquette. Et du coup, maintenant, je le fais systématiquement aussi pour les hommes. Ok. Bon, après, learning by doing, hein, mais... Oui. Non, mais on est tous pareils. Mais c'est pour ça qu'il faut toujours bien penser aussi à inclure le papa. Ouais. Et justement, sur le congé paternité, aujourd'hui, qui est relativement... Alors, il a été augmenté, mais il est relativement court. Tu penses qu'il est suffisant, toi ou je te parle pas une position juridique, je te parle d'une position plus là, effectivement, RH, mais est-ce que tu penses que que ce serait normal, quelque part, que le papa, il s'arrête à peu près autant que la maman pendant Alors, je pense que forcément, au niveau familial, j'ai envie de te dire oui. Ouais. Et je te dis aussi oui pour la discrimination homme-femme à l'embauche. Ok. Si tu partais du principe que le papa s'absenterait autant de temps que la maman, les recruteurs ou les recruteurs, mais en tout cas les dirigeants se diront pas non, je veux pas de femme, elle va tomber enceinte. Ok. Puisque tu pars du principe que s'il y a un enfant, le papa aussi va s'absenter. Oui. Donc, ok. Voilà. Donc, pour ce principe-là d'égalité homme-femme, qui me tient particulièrement à cœur aussi, non, mais c'est intéressant. Je te dirais oui, ce serait important. Alors, ça va sur un autre terrain de jeu, parce que je l'ai entendu, tu vois, d'un RH dans une autre entreprise, qui m'a dit, moi ça m'avait choqué, mais tu vois, pour moi en parentalité, je vais pas mettre grand-chose parce que je trouve que ça crée des inégalités entre les salariés qui sont parents et les salariés qui ne sont pas parents. Et donc on passe beaucoup de temps sur les salariés qui sont parents. J'avais été un peu surpris, tu vois, de ce genre de raisonnement, mais néanmoins, voilà, les opinions sont variées. T'en penses quoi, toi, concrètement ? Est-ce qu'un jour, des salariés que tu as qui sont pas parents sont dit, toi, on te dit, moi j'ai rien parce que j'ai pas d'enfant. Non, j'ai pas eu, en tout cas ça m'est pas remonté. Tu vois, quand tu mets en place des solutions de crèche, par exemple, qui ont un coût pour l'employeur. Oui, mais après on fait aussi autre chose. Tu veux, par exemple, tu vois, je vais dire un truc tout bête, on a un budget happiness, d'activité. Souvent, les activités, ça va être le soir, etc. Souvent, quand t'es parent, tu peux pas, quoi. Tu dois aller chercher tes enfants, et c'est souvent ceux qui n'ont pas d'enfants qui en profitent. Ce qui n'est pas faux. Voilà. C'est un exemple parmi d'autres, si tu veux, mais c'est une réalité. Et puis, tes jeunes collaborateurs d'aujourd'hui sont tes parents de demain, donc ils en profiteront aussi à un moment donné. Et puis, si j'ai envie de te dire, ils pensent comme ça, c'est que les collaborateurs, ils ont peut-être c'est pas une très bonne mentalité non plus. On n'est pas là pour un point de plus et un point de moins. Par contre, tu vois, j'ai mon manager, notamment un associé, cette année me disait, écoute, on a fait beaucoup de choses ces dernières années pour la parentalité, et il a bien fait de m'alerter parce que moi je suis parentalité, mais ce serait bien aussi de penser aux autres collaborateurs. Et on part du principe que tous les ans on essaye de financer, budgéter de nouveautés RH. D'accord, voilà. ok. Un peu notre truc, on se dit tous les ans on fait et moi cette année je voulais absolument, suite à un podcast que j'ai fait sur comment mieux accompagner le deuil, de mieux accompagner justement les deuils de personnes très proches. Tu as besoin de plus de temps que de 3 jours. Oui, que le truc de la convention collective. Donc de mieux accompagner le deuil notamment, c'était un des sujets, et lui, je n'étais pas très out of the box. Il me dit, écoute, il y a beaucoup de collaborateurs chez nous qui ont des animaux. Des chiens, des chats, etc. Ce qui n'est pas forcément mon cas, donc je suis pas forcément très... Voilà, j'étais pas... Et il m'a dit, ce serait bien aussi qu'on prévoie un jour de deuil quand tu perds ton animal de compagnie. Et parce qu'il y a beaucoup de collaborateurs qui n'ont pas d'enfants, mais qui ont des chiens et des chats. Et là, on va toucher aussi un grand nombre. Et voilà. Et puis, en moins, en plus, tu as des démarches à réaliser, etc. Oui. Donc, tu as un jeu d'équilibre de dire il faut aussi penser aux autres collaborateurs. Maintenant, quand tu mets en place de la flexibilité pour la parentalité, la flexibilité, tout le monde y participe. Je pense que quand tu es jeune et que tu veux aller à ta salle de sport ou sortir avec tes potes, tu es content de finir plus tôt, tu es content qu'il n'y ait pas une réunion qui te tombe dessus à 19h. Oui. Donc, tout le monde en profite, je pense, aussi, des actions qu'on fait. D'ailleurs, vous avez mis des sujets sur les réunions.
Oui. le soir. Oui. C'est quoi l'heure la plus tardive potentiellement? Déjà, on fait en sorte que tout ce qui est formation, séminaire, etc., pas pendant les vacances scolaires. Ouais, c'est la base. Ouais. Et les réunions, et alors c'est pas après 17h30. Ok. Et généralement, c'est pas. Mais après, on est à Paris, hein, et Ouais. c'est pas avant 9h30 souvent. Oui. Parce que il suffit que tu aies 1 heure de transport, l'école 8h30, le temps que tu arrives, il est 9h30. Ouais, mais je te rassure, moi j'habite en province, l'école elle commence à peu près à la même heure qu'à Paris, tu tu vois. mais, On a moins de temps de transport éventuellement, oui, mais voilà. Oui, sur les réunions, et puis on est vigilant là-dessus. Et j'ai un CSE qui est assez actif sur la déconnexion, Ouais. en tout cas, qui nous impulse beaucoup de choses pour qu'on cadre bien ça. Y compris dans une boîte 100% digitale, Oui. dont c'est le métier, quoi. Oui. Donc c'est vraiment le. Oui, mais c'est pas parce que tu es dans le digital que tu es obligé de te connecter à 22h pour répondre à tes mails. Non. Non, et alors, puis sujet, c'est te connecter et envoyer un mail à 22h, ce qui est encore pire. Sauf qu'aujourd'hui, les outils, en plus, si tant que tu te connectes, à 22h, tu peux l'envoyer, le faire partir à 9h le matin. J'ai un des associés qui travaille très tard le soir, il l'a bien entendu, il programme. Alors par contre, on va recevoir ses mails tic à 9h, mais on sait qu'il l'avait envoyé tard. Oui, mais toi tu l'as pas reçu psychologiquement. Voilà, toi tu l'as pas reçu et tu te sens pas dans l'obligation d'y répondre. Voilà. Ce qui est quand même important. Ouais. Ce qui est quand même important, et puis qui est pas top, tu vois. Je sais pas, tu vois, t'as forcément une partie de tes des collaborateurs d'Adveris qui sont en contact avec des clients, d'autres peut-être pas, enfin voilà. Mais même envoyer à tes clients des messages à pas d'heure, quel signal tu donnes? Enfin, c'est pas top. C'est pareil, moi, tu vois, des candidats, si je suis amenée à faire du sourcing à 18h30, j'ai pas envie d'envoyer un candidat qui reçoit un mail de toi à 18h30. Moi, ça m'est arrivé où on m'envoyait, quand j'étais candidate, des mails, la chargée de recrutement à 19h. Je me dis, ok, donc du coup, ça veut dire que 19h, ils sont encore en train de bosser. Et encore, c'est 19h. J'ai eu un post sur LinkedIn cette semaine d'une candidate à je ne sais quel poste, qui se plaignait d'avoir candidaté le dimanche matin, le dimanche après-midi, qui a reçu une réponse négative d'une entreprise en disant mais en fait c'est un robot qui a lu mon CV et il n'y a jamais personne en fait qui l'a lu. Et il y a des recruteurs qui ont réagi en disant mais si moi aussi je le fais, le connais le dimanche après-midi, mais non, parce qu'on voit une réponse négative le dimanche après-midi, l'effet c'est que le candidat ou la candidate elle pense il bosse le week-end, donc soit il bosse le week-end, soit c'est une IA quelconque qui répond, et donc en fait bonjour le côté humain du recrutement. Donc je pense que c'est aussi du bon sens en fait, mais qu'on a un peu perdu, ou que les outils nous font perdre. C'est dans ton rôle au niveau RH de resensibiliser tout le monde sur ces sujets-là. Donc, Ok. Au-delà d'Adveris, tu connais des entreprises qui t'inspirent sur ce qu'elles font en termes de parentalité, où tu te dis waouh, que ce soit en France ou ailleurs d'ailleurs? Je vais en citer une, mais pour moi, voilà. Chaudeau. Donc, tu as reçu Laurie. Voilà, il y a sur un épisode justement. Oui, la directrice générale de Chaudeau. De Chaudeau, et Jonathan aussi qui ont mis pas mal de choses. C'est une ESN, donc c'est assez parlant pour qu'on en parle, parce que les ESN déjà c'est très masculin. C'est souvent il y a quand même un sujet de, tu vas chez tes clients, donc tu as du mal à t'approprier la culture d'entreprise de ta boîte. Il y a des sujets, beaucoup de turnover, parce que leur plus gros concurrent, c'est le freelance, donc ils se mettent beaucoup en free, etc. Donc il y a un vrai enjeu de recrutement et de fidélisation. Et ils ont mis, je pense que c'est la boîte la plus précurseur, en tout cas que j'ai en tête, parce que c'est pas non plus une boîte où ils sont 500. Mais non, c'est ça qui est intéressant, c'est pas. Je sais pas combien ils sont. Parce que L'Oréal, par exemple, fait beaucoup de choses, mais L'Oréal, c'est un énorme groupe. T'as une équipe, t'as du budget derrière, donc je sais pas que c'est plus simple, mais t'as quand même la possibilité de mettre des choses en place. Chaudeau, je crois qu'ils sont un petit peu plus grands que vous, mais c'est pas non plus. C'est pas énorme. Humaine, tu vois. Tout à fait, ouais. Et pour le coup, ils ont mis énormément de choses en place, que ce soit sur la parentalité, comme sur la sororité, comme ils appellent ça, mais énormément de choses. Je trouve qu'ils sont assez exemplaires. Et pour le coup, si des personnes veulent s'inspirer, il y a leur blog. Oui, et 100% transparence. Oui, et il y a énormément de podcasts. Alors Laurie, on n'a pas fait beaucoup. Je pense que c'était un des seuls podcasts que j'ai entendu avec elle. Mais Jonathan en a fait beaucoup. Jonathan, il a son propre podcast aussi. Exact. Voilà. Mais je pense que c'est vraiment une société dont il faut s'inspirer. Pour moi, c'est l'entreprise, ils ont tout compris, quoi. C'est l'entreprise de demain. C'est clairement, et moi, il m'inspire beaucoup. Ils ont poussé les choses très loin. Ouais, et sur pas mal de sujets, d'ailleurs, même au-delà de la parentalité, sur la rémunération, de la formation, du télétravail, etc. Et néanmoins, et comme il le dit, parce que souvent il a été décrié au départ par ses compétiteurs, surtout, qui disaient ouais, c'est gentil, mais
ça marchera pas, puis tu vas pas être rentable, machin. Ben, la boîte, elle tourne très bien, elle est ultra rentable, et ça n'empêche pas d'avancer, en fait. Donc, et il attire. Et je crois qu'ils ont augmenté oui. de 15%, je crois, leur nombre de recrutements de femmes ah oui, dans la tech. c'est même un peu plus que ça. Un peu plus, ouais, j'ai écouté j'ai plus les chiffres, mais voilà. Donc, ça les a beaucoup aidés, en tout cas. Oui. Donc et à fidéliser. Parce que, comme tu te disais, ben, voilà, leur concurrence, ça peut être les clients ou les freelances. Fidélisation, engagement, productivité. Enfin, s'il y a 4 mots pour convaincre un comité de direction. Donc, ok. Très, très clair. Si tu pouvais, toi, réécrire le code du travail sur la parentalité, il y a un truc que tu voudrais changer? Si tu avais le droit d'appeler François là, pour lui dire, tiens, on change un truc. François, c'est le Premier ministre du moment. Ce sera peut-être pas moment, ce sera pas. Voilà, c'est pour ça que je dis du moment. Dans 2 mois, ce sera peut-être pas le cas. Oui, moi, je trouve que très clairement, aujourd'hui, le congé maternité, il n'est pas assez long. Ouais. Tu as 16 semaines, tu laisses son bébé à la crèche, il a 2 mois et demi. C'est un crève-cœur. C'est horrible quand tu es une maman. C'est clairement pas assez long. Et pour l'égalité homme-femme, on en parlait tout à l'heure, c'est l'alignement des droits entre les hommes et les femmes pour qu'il n'y ait plus de discrimination à l'embauche. Ça, ce serait, oui, ça, je pense que c'est les 2 choses qu'il faudrait faire. Si tu avais ce pouvoir magique. C'est ça, une petite baguette. De réécrire quelques lignes de ce pavé qu'est le code du travail. Ce serait déjà pas mal. Ce sera déjà chouette. Très clair. Est-ce qu'il y a des questions que je t'ai pas posées que je t'aurais aimé que je te pose, Alexandra? Des sujets qu'on n'a pas abordés et tu aurais aimé en parler parce que ça te tient à cœur Non, je voulais parler du sujet. Je me suis dit, si tu m'en parles pas, je t'en parlerai. C'est les familles monoparentales. Vraiment, je réinsiste dessus parce que je pense que c'est un vrai enjeu. Et on n'en a peut-être pas assez parlé, mais la communication sur les sujets parentalité, c'est hyper important. Enfin, le fait de ce soit pas un sujet tabou. Là, tu parles de com interne. De com interne et oui, surtout en premier lieu com interne. Oui, enfin après, tant mieux tu communiques en externe, mais si tu fais rien en interne, ça sert à rien de communiquer. Enfin, c'est de la marque, tu connais. Hein. Ouais. Mais oui, en interne, c'est communiquer sur ce que tu fais. C'est extrêmement important et surtout, ça ne doit pas rester figé, ta politique de parentalité. Tu dois toujours la challenger, ça doit être vivant parce que les besoins de tes équipes bougent. Donc, il ne faut pas dire « Ok, j'ai mis en place, j'y touche plus ». C'est important de la faire vivre, de réajuster si tu vois que ça ne va pas, qu'il y a des trous dans la raquette, comme j'ai pu le dire tout à l'heure. Voilà, il y a des choses que tu n'as peut-être pas vues, tu as l'impression que ça va être effet waouh, alors qu'en fait, la perception, elle n'est pas là. Voilà, de toujours questionner, challenger, remettre en question, hyper important. Ouais, je pense que ça, c'est important. Tu vois, moi, c'est ce que je dis toujours à mes clients lors des conférences, etc. Et la communication, qui est une conséquence de la marque employeur, voilà, c'est dire ce que l'on fait, faire ce que l'on dit. Faut pas chercher plus loin, en fait. Tu fais des choses, tu en parles, parce que c'est même pas su des fois dans ta boîte. Et par contre, ce que tu communiques, tu le fais vraiment, quoi. Bah oui. Arrêtez de surcommuniquer aussi, parce que entre la sous-communication et la surcommunication, c'est là où le bas blesse, en fait. Et moi, je vois trop d'entreprises qui sous-communiquent en interne et surcommuniquent en externe. Et non. C'est déstabilisant pour les collaborateurs. Tu vois, t'en parlais avec Christelle dans l'épisode de Christelle de Bénévono, qui disait que justement il y avait le savoir-être, le savoir-faire et le faire savoir. Et le faire savoir aujourd'hui, quand on est RH, on n'est pas forcément bon, je pense, sur ne pas être une boîte noire et communiquer sur ce qu'on fait, pourquoi on le fait, comment on le fait. Non, parce que c'est pas une fonction historiquement où on nous a beaucoup appris à communiquer. Oui, c'est ça. Et puis souvent, t'as pas ta place dans le codir non plus. Et voilà, donc il y a un vrai enjeu d'expliquer toujours sur quoi tu travailles, de mettre en avant les projets sur lesquels tu bosses, de co-construire, extrêmement important. Voilà. Ok, très clair. Est-ce qu'il y a une anecdote pro que tu pourrais nous raconter? Quelque chose que tu n'as encore jamais dit à personne, que tu n'as pas dit à un micro? Qui t'est arrivé? Alors ici ou je pense dans ton passé? Pour le coup, je pense que je ne l'ai jamais raconté, mis à part à mon mari. Je pense que personne... tu vois, tout à l'heure, on parlait de sujets tabous, d'avoir un espace de parole, que ce soit pas... Voilà, que les gens se sentent à l'aise pour en parler. Alors, c'était il y a longtemps, mon premier fils a 13 ans, donc c'était il y a 13 ans maintenant. Je travaillais dans un gros cabinet de conseil. Mon manager direct était le président de la boîte. Et je devais lui annoncer que j'étais enceinte.
Et on n'en parlait pas du tout. Et dans le conseil, c'est quand même un milieu où tu bosses beaucoup, où souvent, quand t'es une femme, t'as une nounou, puis une babysitter, puis tu vois pas tes gamins, quoi, en gros. Enfin, je caricature, mais c'est quand même un petit peu comme ça. Et donc, pour lui annoncer que j'étais enceinte, je me suis dit, je vais lui envoyer un mail, je vais lui dire à telle heure, j'ai besoin de te voir, c'est extrêmement urgent, à 8h le matin. Et je sais plus comment j'avais tourné ça, mais de façon à ce qu'il croit que je démissionne. Voilà. Et je me suis dit, s'il croit que je démissionne, quand je vais lui dire qu'en fait, je ne suis que enceinte, il va faire ouf. Et effectivement. Il a fait ouf. Il a cru que je venais pour lui annoncer que je démissionnais. Et il a vu que j'étais que enceinte. Il a dit, ah, bon, bah, ça va. Mais c'est pour montrer le genre de... Oui. Quand je parlais de charge mentale, de situation complètement ridicule dans laquelle on peut être amené à être si les conditions sont pas réunies pour qu'on se sente à l'aise d'en parler. Et ça, c'était, je te dis, il y a 13 ans. Mais je pense que dans plein de boîtes, c'est encore le cas aujourd'hui. Donc, c'est important de sensibiliser sa direction et de former ses managers sur des sujets de parentalité, juste pour ne serait-ce que la charge mentale des parents et des mamans. Est-ce qu'il y a des personnes que tu me recommanderais d'interviewer sur ce podcast? Des gens que tu aimerais entendre? Oui, écoute, je t'ai parlé de Selma El Mouissi, oui. J'ai bien noté. Qui est vraiment brillante et on est en train de réfléchir à un projet autour de la parentalité ensemble. Écoute, j'ai enregistré un podcast il y a pas longtemps avec PayFit et j'ai découvert la DRH de PayFit, Marie-Alice Tantardini, que je ne connaissais pas. Sur un projet interne qui est un employé ressources group, un ERG qu'ils ont mis en place autour notamment du mentorat de la femme et des sujets de parentalité. Donc on en parle dans un épisode du podcast, il vient juste de sortir mardi, je crois. Je l'ai trouvé... Déjà, j'ai adoré la nana. J'ai vraiment fité. Elle est, je pense qu'elle est vraiment brillante et c'est une personne qui n'a jamais fait de podcast. C'était son premier podcast. Avant, elle travaillait dans tout ce qui est entertainment. Donc, je pense qu'elle a... elle est chez PayFit aujourd'hui. Comment évolue PayFit? Comment une start-up? Enfin, voilà. C'est quand même un gros historique. Une ancienne DRH qui avait pris quand même beaucoup de place sur les réseaux sociaux. Comment on passe après? Je pense qu'elle a plein de choses à raconter. Et je serais en tout cas toute oui que tu l'aies dans le podcast. Avec grand plaisir, en tout cas. Ouais. Bon, tu fais pas mal de veille? Beaucoup. Ok. C'est quoi tes principaux outils de veille qui sont pas forcément des podcasts? Ouais, j'en ai beaucoup. Alors, beaucoup LinkedIn, pour le coup. Ouais. Qu'est-ce que t'aimes, toi, en fait? Ouais, moi, j'aime beaucoup. Moi, je suis LinkedIn matin, midi. Addict. Même trop, je pense. Il faut que je sois moins. LinkedIn, j'écoute beaucoup de podcasts. J'écoute le tien, Laurent Brois, des talents narratifs aussi. Oui. J'aime beaucoup. Qui a une newsletter. Qui a une newsletter aussi sur le recrutement. Tam Tam Show de Léo Bernard. Forcément. Et ensuite, je reçois beaucoup de newsletters, peut-être trop. Mais je reçois beaucoup de newsletters. J'aime beaucoup les sujets d'IA. Aussi. Enfin, je m'y intéresse beaucoup autour des sujets d'IA et après beaucoup de newsletters, mais je lis pas forcément toutes. L'école du recrutement fait une newsletter qui est pas mal. Anaïs Digarchet aussi que j'aime beaucoup. C'est un de mes coups de cœur de l'année. On s'est très bien entendu. Voilà, il y a beaucoup de veille. Adrien Moulias aussi. Tout à fait. Des The Staff Company. Ouais, exactement. Justement, qui est un espace collaboratif où on peut rédiger des articles et qui sont très bien. T'es dans des réseaux de RH? Est-ce que tu es membre de la NDRH? Alors, j'étais membre de la NDRH. D'accord. Au passé? J'y étais pendant 1 an. J'ai été un peu déçue. D'accord. Parce que je trouvais qu'il n'y avait pas assez d'événements, pas assez de rencontres, mais c'est peut-être parce que c'était il y a longtemps et j'étais pas très à l'aise. Je sais pas. En tout cas, ça me correspondait pas. Et aujourd'hui, je suis dans des chaînes de Slack type HR Weekend. Enfin, il y a un vent nouveau. Enfin voilà, qui permettent de suivre pas mal de choses, de répondre à tes questions. Et j'essaye de sortir dans des conférences. Enfin, pour le coup, le podcast m'a beaucoup aidé. À réseauter. Donc du coup, c'est intéressant parce que tu réseautes plus peut-être que ce que tu réseautais. Maintenant, je vais des événements. En plus, sur Paris, il y en a plein. Donc, mais oui, il y en a pas mal. Et puis, souvent, t'es invité, on te propose de venir, tu vois d'autres personnes. Enfin voilà, ça va.
connais un petit peu plus des personnes que tu rencontres sur des tables rondes. Enfin voilà, tu connais un petit peu plus l'écosystème. Donc après, c'est chouette. T'as plus l'impression de voir tes copains RH que tu vois que voilà. Donc, mais c'est pas forcément évident quand t'as pas un tempérament, que t'es pas extrêmement extraverti. Non, mais c'est clair et je pense que c'est important effectivement de s'ouvrir, de regarder ce qui se passe. Hyper Après, important. Chacun le fait à son rythme, avec les moyens qu'il aime ou qu'il aime pas. Selon qu'on est introverti, extraverti aussi, on a ces tendances-là. Voilà, il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. On est juste différents. Mais la veille, hyper important. Enfin, pour je pense que c'est clé. Moi, je l'ai fait assez tardivement dans ma carrière. Je regrette. Enfin, c'est vraiment un vrai sujet, la veille. Ça, c'est vraiment. Enfin, moi, je pense que c'est une clé. S'inspirer des autres. S'inspirer des autres et s'inspirer des autres métiers. C'est hyper important dans nos fonctions RH de s'inspirer du marketing. Voilà. Marketing Square, Caroline Mignot. Oui. Un podcast à écouter. Voilà. Oui, et sur le marketing, même si on n'est pas dirigeant d'entreprise. C'est pas grave. On apprend tellement de choses. Il y a tellement de similitudes aujourd'hui entre le marketing business et le marketing RH qui a un excellent. Il faut s'intéresser vraiment à pas que son métier. Enfin, c'est important de s'intéresser à son écosystème global. Écoute, top. Merci Alexandra. Merci à toi. Je t'en prie, c'est très très chouette. J'espère que tu as passé un bon moment. Je sais même pas, j'ai l'impression que c'est passé en 5 minutes, mais tu vois, je t'avais dit, je suis bavarde. Donc... Non, il y a pas de souci. Ce que j'espère, et j'en suis convaincu, c'est que les gens qui nous ont écoutés ont surtout appris des choses et peut-être dans leur entreprise, soit vont faire changer aussi les mentalités autour de la parentalité, parce que c'est l'objectif numéro 1. Je mettrai tous les liens, tu as cité beaucoup de choses, et c'est très riche, et c'est donc très chouette. Je mettrai tous les liens que tu m'as, qui correspondent au sujet dont tu as parlé. Et puis, une nouvelle fois, je vous encourage à contacter Alexandra sur LinkedIn, parce qu'elle y est, c'est facile. Alexandra Hamda, je mettrai ton LinkedIn. Et puis, surtout, n'hésitez pas à écouter son podcast, Nouveau Prisme, qui sort, c'est un épisode toutes les 2 semaines, je crois. Ouais, toutes les 2 semaines. Toutes les 2 semaines, et que vous trouvez, comme le mien, sur toutes les plateformes. Voilà. Merci à tout le monde. Merci Alexandra. Merci Florent, à bientôt. Merci, au revoir. C'est terminé pour ce bel épisode. Merci de l'avoir suivi en entier. Pour ne pas rater le prochain, d'ailleurs je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines, abonnez-vous à On n'a jamais fait comme ça. C'est le bouton Suivre sur Apple Podcast ou s'abonner simplement sur Spotify. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité. À bientôt.